C'est à l'ascolta di Frequenza Nostra. Nous recevons ce matin Marie-Céline Chotin pour la présentation de son roman, l'un de ses romans, Le corps astral de mon amour. Marie-Céline Chotin, écrivaine au talent protéiforme, elle transforme les souvenirs de son enfance pour tisser des récits imaginaires qui souvent règnent en maître. Dans un sixième roman, Le corps astral de mon amour, elle explore les mystères d'un ésotérisme foisonnant. Elle aime beaucoup ça. Dans un monde païen qu'est le monde méditerranéen qui se mêle à la religion fantastique, au parallèle, au matzir, elle explore les mystères d'un ésotérisme alliant audace narrative et finesse stylistique. Elle invite ses lecteurs à une expérience littéraire où le merveilleux et l'inattendu s'entrelacent harmonieusement. Bonjour, chère Marie-Céline. Bonjour. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Tout va bien? Oui. Impeccable. Alors, le corps astral de mon amour, il s'appelle Laurent Jacqueline, trentenaire, parisien. C'est à Paris, ça pourrait être Ajaccio, ça pourrait être Oslo, ça pourrait être Göteborg. Oui. Vous me direz. Il s'aventure pas à pas dans l'étrange et fascinant univers du paranormal. Alors, le paranormal, tout le monde en parle un peu tous les jours, parce que lorsqu'on a passé une bonne nuit, ou lorsqu'on a fait un beau rêve, ne pas confondre les rêves et les cauchemars, eh bien on se dit souvent, qu'est-ce que ce rêve m'apporte et qu'est-ce que ce rêve dit de moi. Voilà. C'est un peu ça qu'on retrouve dans le corps astral de mon amour. Oui, ça commence par le personnage principal, Laurent, qui revient d'un rêve et qui rapporte un objet de son rêve. Et lui, il est mathématicien, son épouse, elle est médium, et elle comprend très vite qu'il a un pouvoir, c'est de rapporter des objets de ses rêves, et donc de déplacer son propre corps astral en rêve. Alors, leurs proches aussi vont découvrir les mystères de ce voyage astral. Comment leurs proches, on ne va pas tout raconter, on va pas tout raconter, mais les proches vont découvrir ce corps astral de mon amour. Que se passe-t-il? Et ils en parlent, les gens découvrent au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Au début le couple va être dans le secret, mais ils vont avoir des amis et petit à petit, à la fin du roman, tout le monde sait déplacer son corps astral, même les enfants. Alors, on va citer quelqu'un de très intéressant et vous me direz si cette personne a été pour vous, alors pour beaucoup de monde aussi, mais important. Cette personne est importante, pardon. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur le fossé, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles, au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de nouvelles et de lumière en fleurs. Victor Hugo, vous parlez de ce beau texte. Et pourquoi Victor Hugo? J'ai choisi Victor Hugo, surtout ce poème, parce que je l'ai beaucoup lu dans mon enfance. Je lisais énormément, j'habitais au Maroc, on n'avait pas la télé. Et donc j'ai lu tous les grands auteurs et vraiment, et j'aimais la poésie, j'aimais lire de la poésie. Et ce poème, il m'a évoqué cette mélancolie qui est envers une personne disparue. Et d'ailleurs, tout le nerf, le fil rouge enfin, du roman, c'est de retrouver un être cher qui a disparu. À tous ceux pour qui j'écris, hommes et femmes universels, qui aiment, qui souffrent, mais l'amour est si beau qu'il en vaut la peine. Est-ce que vous pensez que l'amour
Et pour l'instant, alors on vaut la peine, oui, on vaut la peine, mais est-ce que vous pensez qu'on parle toujours autant d'amour ou peut-être un peu moins? Non, on en parle toujours parce que je crois que c'est ce qui nous relie les uns aux autres. On ne peut pas vivre sans amour. Je crois que ce soit un amour passé ou un amour présent, nous autres êtres humains, sans amour, nous ne sommes rien. Et cet amour, en fait, je crois que c'est justement notre corps astral qui est capable de le conserver, de le transcender, de le rendre éternel. Vous avez dit que vous aviez vécu au Maroc, et là aussi, dans l'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle les djinns, hein, c'est ça. Oui. L'inconscient collectif, il y a eu un film extraordinaire qui a repassé dernièrement, c'est Oui. l'histoire de militaires qui sont enfermés dans une grotte, où à un moment donné, ils sont fatigués, ils n'ont plus mangé, ils n'ont plus bu, et le cerveau se met un tout petit peu en sécurité, et on se demande si ils hallucinent, si ils voient des choses, et il y a cette croyance qu'il y a là-bas, Oui. chez les Kabyles, les Oui. Berbères, c'est les djinns, c'est-à-dire Oui. c'est ce paranormal qui arrive Oui. pour dire des choses à un moment Oui. où ces gens sont presque à la fin de leur vie, même en étant jeunes, mais parce qu'ils ne sont pas nourris, parce qu'ils Oui. n'ont pas bu, ainsi de suite. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, le corps, y compris même lorsqu'il dort, c'est peut-être là, ou lorsqu'il est dans une souffrance extrême, Oui. qu'il arrive à extraire des choses, comme par exemple les djinns, hein, Oui. dans ce film. Oui, le corps, justement, quand on est dans l'état de sommeil, il laisse le cerveau faire en quelque sorte un travail. Et ce travail consiste justement à répondre à des questions. Quand on est éveillé, on ne peut pas trouver de réponse parce qu'il y a trop de bruit. Quand on dort, surtout si on dort dans un endroit paisible, le cerveau a tellement de pouvoir que justement il va aller chercher ses réponses quelque part et il va les trouver. Et c'est ça qui est formidable. Allez, on va effleurer un tout petit peu le chapitre 1 qui va nous dire les choses, qui va nous présenter. Laurent, lui, il est mathématicien. Il est donc pragmatique, précis, il ne croyait pas à n'importe quoi. Oui, chérie, tu sais, j'ai fait un rêve cette nuit, oui. Mais écoute, peut-être parce qu'il y a trop mangé. Non, mais non, pourtant, non. Comme saint Thomas, qui avait glissé la main dans le flanc de Jésus, Laurent avait besoin de preuves. Sa compagne Jacqueline était radicalement différente, médium, tireuse de cartes, professionnelle. Alors souvent, vous savez, on dit oh, les astrologues, les tireurs de cartes, ainsi de suite. Oui. Ouais, bon, voilà. Et souvent, ceux qui disent qu'ils n'y croient pas, ce sont ceux qui y croient. Oui. Justement. Elle aimait relier l'au-delà du monde réel et voir les jalonnements qui sillonnent la route, les interpréter, les analyser. Vous l'avez écrit. Hein. Pendant que Laurent naviguait au pays des équations, des théorèmes et des démonstrations, Jacqueline lisait dans le mar de café et devinait la moindre chose. Ses antennes visibles, sans cesse en alerte, s'orientant vers les nombreux signes du destin que le commun des mortels refuse de voir. Comment, à un moment donné, Jacqueline va réussir à transporter Laurent, le pragmatique, pouvons-nous dire, dans ses fantasmes ou dans sa fantasmagorie? C'est lui qui va le faire en fait, et c'est elle qui va comprendre, parce qu'ils vont, lui il va faire ils vont partir justement en Corse, faire un petit voyage. Il va au bord du site merveilleux où ils sont, avec de l'eau, dans des piscines naturelles. Il fait un très très court rêve, et il la voit quand elle était enfant, quand elle était à un cours de peinture aux Beaux-Arts. Mais c'est très très court, et quand il se réveille, il lui dit, mais je t'ai vu, tu avais 10 ans, et il y avait quelqu'un à côté de toi, et c'était un professeur. Et il lui dit, mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Et elle va être obligée là, de lui révéler
un amour impossible qu'elle avait vécu. Et lui, après, il va lui dire, mais... Alors, au début, il ne fait pas exprès, mais après, il part volontairement. Il fait des siestes, il dort, il se couche et il veut absolument retrouver toute cette histoire. Et il va même partir avec son téléphone portable pour filmer des scènes. Et petit à petit, j'entraîne mes lecteurs dans cette fiction tout à fait, presque, je dirais, entre guillemets, impossible, mais on y croit. Ça parle de photos. Oui. Ça parle de cette phrase qui dit à un moment donné, ben, tu sais, il n'y a aucune photo chez nous. Et oui, parce qu'ils ont tout rangé. Comme on est dans le monde d'aujourd'hui où on a toutes nos photos sur notre téléphone portable. On n'a plus de photos. Voilà, dans la maison, ils avaient tout enlevé et tout mis au grenier. Est-ce que ça dit des choses, par exemple, de cette société qui, sans s'en apercevoir, en fait, ouais. Gomme un tout petit peu les murs de cette mémoire et les retrouver enfermés dans une petite boîte qui un jour ça va se déconnecter et on perdra toute la mémoire. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais le roman va permettre justement d'apporter une autre dimension parce qu'avec son téléphone portable et ses enregistrements qu'il va faire, il va faire des films, il va lui montrer des pans de son passé et des détails qu'elle avait même oubliés. Et c'est cette dimension de science-fiction un peu qui m'a plu. Jacqueline s'inquiète à un moment donné, elle dit, parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il a compris. Que t'arrive-t-il? Elle s'inquiéta, Jacqueline, je ne comprends pas. J'ai fait un rêve cette nuit. J'étais avec des amis de jeunesse. L'un d'entre eux m'a donné cette photo. Quoi? Dans le rêve, dit-elle, oui. Tu es sûr de ne pas l'avoir rencontré hier soir? Parce que souvent, et il est vrai qu'on parle de quelqu'un et on rêve de lui dans la nuit. On rencontre, on voit passer une image en rêve. Il t'aurait donné la photo en souvenir? Non, je ne l'ai pas rencontré, réellement. J'ai rêvé de lui. Il avait sa famille, on a parlé un moment, et il m'a donné cette photo. Je ne confonds pas le rêve et la réalité. Pourtant, lui, c'est le mathématicien, c'est le pragmatique. Oui. Et je ne bois pas, avec un peu d'humour. Et tu n'es pas fou non plus. Peut-être que je perds la tête, tu crois? Peut-être. Et là, on se pose la question, avec l'humour qui est un tout petit peu la soupape de sécurité. Et là, peut-être que ce véritable amour va commencer à se concentrer et travailler ensemble en se disant, finalement, c'est pas qu'on pense la même chose, mais il y a, voilà, comme on dit en Corse, c'est la Corse. Quelque chose il y a. Quelque chose il y a. Hein? Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on doit découvrir au fil des pages, chapitre 2, on a rapidement Eureka, j'ai trouvé le fil conducteur de ma recherche, s'écrit Laurent, on verra ce qu'il a trouvé. Oui, parce que ça va être un peu laborieux au début, il avance pas à pas, mais quand il est dans le vif du sujet, il est happé, il est passionné et à un moment donné, elle voudrait aller faire des randonnées, des promenades, etc. Et lui dit non, moi maintenant je suis dans cette quête et j'y reste. Est-ce que finalement c'est ce que nous disions auparavant? Souvent, les gens qui croient en quelque chose, ce sont, comme vous dit Genello, ils sont dans le pignat, un po' in culture, dans le cultuel, ainsi de suite. Oui. Et puis ils se sont dit un jour, ben oui, bon, vous savez, on parle beaucoup de croyances, aujourd'hui c'est aux entours de Port, Oui. et moi j'ai un ami par exemple qui est marocain, il me dit, moi j'ai une croyance verticale, c'est-à-dire que je respecte les églises, je respecte les imams, je respecte les curés, etc. Mais moi, ma croyance, elle est verticale. C'est-à-dire que je pense que au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Comme au-dessus de moi, il y avait mon père, ma mère, mes grands-parents, ainsi de suite. Oui. Et c'est un peu ça. Et est-ce que finalement, c'est ça qu'on va retrouver dans ce, oui, complètement. dans ce roman? Complètement, parce que je ne veux pas vous révéler la fin, mais on a une ouverture extraordinaire sur... justement le monde où se trouvent nos défunts. Et on a Jacqueline qui va
qui va retrouver quelqu'un, son ami aussi. Enfin, ça va être un peu, d'une façon presque enfantine, comme une fenêtre ouverte sur le paradis, entre guillemets, parce que c'est pas un vrai paradis, c'est un monde qui existe et qui est... on peut retrouver, en le voulant, on peut reparler à quelqu'un. Comme, par exemple, Céline Dion qui voudrait parler à son père, qui est décédé. Mais là, dans mon roman, elle pourrait aller parler à son père. Ouais, elle parle à son père. On arrive à un moment donné à quelque chose d'extraordinaire. Les codes du couple. Et là, d'entrée, petit acte, pourrions nous dire, c'est le jardin secret. C'est l'Éden. Ah oui. Et est-ce qu'on va s'apercevoir dans ce beau roman que finalement, Jacqueline, elle n'a pas. C'est pas qu'elle n'a pas d'outils, elle tout dit. Elle n'a pas à dire. Hein, on dit souvent de répondre aux questions que l'on propose. Oui. Bien évidemment. Elle n'a pas tout dit à son amoureux et qu'elle est portée aussi, elle aussi, par son jardin secret, cet Éden. Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai appelé l'Éden, ce jardin, parce qu'il est d'abord, c'est un jardin qui existe, hein, c'est je me suis inspirée de chez ma nièce. C'est un jardin qui est entouré de hauts murs, comme je l'ai décrit, et qui est comme un jardin de curé, avec énormément de plantes et tout ce que je décris existe en fait. L'ombre de l'arbre sur le mur qui fait des ombres fantasmagoriques. On a l'impression qu'on voit une allée qui va très très loin, alors qu'en fait il y a un mur, mais c'est les ombres qui font ça. Oui, c'est un peu l'énigme. Hein. Le monde réel, on retrouve un peu ce qui a été dit dans les premiers chapitres 2, 3, 4, 5, le monde réel. Alors oui. Le monde réel, évidemment, ça pourrait presque tomber sous le sens. C'est chez nous en fait. Voilà, c'est chez nous. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont un code, un langage codé. Parce que j'adore ça, moi, les langages codés, parce que... les métaphores. Oui, j'avais lu un livre de la fille Oufkir que j'ai connue, parce qu'elle a passé son bac la même année que moi. Et elle a été restée prisonnière des années. Et avec sa famille, heureusement qu'ils avaient ce langage codé, parce qu'ils étaient avec son frère, et parlaient dans ce langage codé qu'ils avaient eu quand ils étaient enfants. J'adore ça, une famille où il y a un langage codé à l'intérieur. Le monde des rêves, c'est la grande farfouille. Paris, c'est Lulu. La salle de bain, c'est chez Mama. Leur expérience, rapporter des objets du monde des rêves. La pêche, rapporter un objet, pêcher un poisson. Et extraordinaire, le dernier, qui nous fait dire qu'il va falloir qu'on fasse très 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 attention à ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous allons transporter dans les années à venir pour que nos enfants puissent avoir un tout petit peu un bon chemin. C'est Airbnb, Bilout, parce que voilà, Airbnb, allez, si j'osais, on pourrait dire que même actuellement il y a des ministres Airbnb. Oui. Tout est Airbnb, et pourquoi Bilout? Bilout, ça revient le film de Caméra. Oui, tout à fait, oui. Alors là, c'est justement pour que les gens qui écoutent parler le couple autour d'eux ne devinent pas de quoi ils parlent, justement, c'est le but. On reprend le Airbnb, et puis on dit Bilout, voilà. Où est mon feu sacré? J'ai fait un sacré feu, j'ai tout brûlé, j'ai brûlé ma peau. J'ai brûlé mon dos, j'ai laissé mes idées sans mêler les pinceaux, il est trop tôt pour distinguer le vrai du faux. C'est la période indigo, qui est une belle couleur, quand la mer et le ciel de Gau se jettent dans la nuit des mots, la nuit blanche des pages, mémoire, un ciel qui ressemble à des miroirs, on y retrouve tout et trop, ça déborde et ça fume. Comme un mensonge, on veut y croire, l'on souffle sur la braise, qui s'éteint et se résume à un morceau léger malaise, où il fait bon se voir perdu et bourlinguer au labyrinthe de l'ennui, ce lieu où j'ai cru un jour ressentir l'étreinte, l'unique de nos cœurs massacrés, vous en voulez encore, alors suivez-moi. La nuit, le jour, je dors et je vole sur le toit, je vois les cités d'or et je reviens chez moi, où je cache un trésor et des petits bouts de soie, j'enfile sans remords le fer de Dieu.
Le corps astral de mon amour, Marie-Céline Chotin. On le trouve où, ce beau roman? Alors, on le trouve à la FNAC, chez Cultura, à l'espace culturel de Leclerc, du Grand Leclerc, et peut-être qu'on va le trouver à la Marge aussi. Voilà, et puis sinon, bah, sur Internet, on peut le trouver sur beaucoup de plateformes, Amazon, les libraires, enfin beaucoup. Alors, vous savez, Marie-Céline Chotin, comment on voit que c'est très bien écrit? Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous, humblement, les petits animateurs radio, lorsque nous lisons un texte sans taper sur des mots, eh bien, ça veut dire que c'est très bien écrit. Merci du compliment. Laura Jacqueline, trentenaire parisien, s'aventure pas à pas dans l'étranger, fascinant l'univers du paranormal porté par un amour profond. Laurent tente de raviver à travers lui la mémoire d'Antoine, un professeur disparu depuis plusieurs années, jadis l'objet des sentiments de Jacqueline. Contre toute attente, il parvient en donnant naissance à une troublante et inédite dynamique où trois présences se mêlent au cœur d'une relation du commun parallèle, approche et même découvre le mystère du voyage astral. Maîtrisant peu à peu l'art de se mouvoir entre les émotions, cependant quel prix y arrive-t-il, et quelle force éveille-t-il en jouant avec ce qui devrait rester enfoui? Marie-Céline Chotin, écrivaine, au talent protéiforme, transcende les souvenirs de son enfance pour tisser des récits où l'imaginaire règne maître. Dans son 6e roman, Le corps astral de mon amour, elle explore les mystères d'un ésotérisme foisonnant, alliant audace narrative et finesse stylistique. Elle invite ses lecteurs à une expérience littéraire où le merveilleux inattendu s'entrelace harmonieusement. Merci Marie-Céline Chotin d'avoir insisté un tout petit peu, poussé la porte, parce que elle était venue me voir dernièrement, et alors après, vous savez, il y a des fêtes, ainsi de suite. Ouais. Et chaque fois, je me disais, il va falloir que je téléphone à Marie-Céline Chotin, mais un matin, eh bien, le livre était sur le tapis, et puis elle est venue, et puis voilà, nous y sommes, et nous sommes très, 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 très contents eh bien, de vous présenter le corps astral de mon amour de Marie-Céline Chotin. Merci. Tiens, petite question Oui. pour terminer. Ça pourrait faire un bon film. Ouais. Ça Oui, pourrait ah faire- oui, moi Ça pourrait faire un très bon film. moi je le verrais bien au cinéma et même comme une série après parce que je me sens inspirée pour écrire une suite. Oui, ben là, je pense qu'il va y avoir une suite. Il y en aura une, il y en aura une. Ce côté, voilà, nous sommes dans l'antre du paganisme, nous sommes en Méditerranée, proche de l'Orient, Ouais. proche de l'Afrique du Nord. Ouais. Il y a aussi les Celtes qui nous regardent. Ce monde est fait de fantasmagorie. Ouais. Et j'espère que vous aurez apprécié notre émission avec Marie-Céline Chotin, le corps astral de mon amour. Marie-Céline, je vous laisse le dernier mot et après on repartira sur le 99 FM Fréquence en musique. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'avoir pu faire cette émission. C'est un grand pas de fait. Et mon premier roman est sorti en 2004 et nous sommes en 2025. Et j'espère écrire encore longtemps. Écrivez. Alors, voilà, je vais vous faire un mot. Alors c'est pas fait exprès, c'est Poissou. C'est la chanson de Étienne Perfect qui parle de cette étoile qui nous regarde. D'accord. Marie-Céline Merci. Chotin, merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. La porte vous est ouverte, de toute façon, si elle n'est pas ouverte, vous la défoncez. Merci.